Pour les 5 Rangers sous le commandement de Kaylan Holt, Orrin Vance, Lowell Croft, Elias Shaw et Brant Coleman, la mission semblait routinière. Le 7 décembre 1973, c'était l'hiver profond dans le parc national de Yellowstone. Leur objectif était le secteur fermé Zulu 9, où ils devaient vérifier les capteurs sismiques qui avaient ni cessé de communiquer. Une mission ordinaire pour des hommes expérimentés. Mais aucun membre de cette patrouille n'est revenu. Leur dernier message était une simple confirmation de leur arrivée sur place. Puis, plus rien. Le camion avançait lentement sur la piste enneigée. Les lourdes chaînes des roues broyaient sourdement la neige tassée, laissant derrière elles des traces profondes et nettes. De chaque côté de la route, des pins centenaires formaient un mur, leurs branches pliant sous le poids des chapeaux blancs. Il faisait chaud dans l'habitacle grâce au chauffage, mais le froid se faisait tout de même sentir. Il pénétrait à travers les vitres et se déposait sous forme de givre sur les parties métalliques du tableau de bord. Kaylan Holt tenait fermement le volant, le regard concentré sur la route à peine visible devant lui. Il neigeait depuis 2 jours déjà, transformant le paysage familier en une toile blanche monotone. À côté de lui était assis Orrin Vance, le plus âgé et le plus expérimenté du groupe. Il regardait silencieusement par la fenêtre latérale les troncs d'arbres qui défilaient. Les 3 autres étaient assis à l'arrière. Lowell Croft essuyait la vitre embuée avec un chiffon, essayant de distinguer quelque chose dans la brume blanche. Elias Shaw vérifiait la radio, appuyant brièvement sur le bouton et écoutant le sifflement régulier. Le plus jeune, Brant Coleman, était simplement assis, serrant son fusil dans ses mains. Il n'était dans le parc que depuis 6 mois, et c'était sa première sortie dans la zone fermée en hiver. « Nous devrions bientôt être arrivés », dit Kaylan, rompant un long silence. Sa voix était calme et posée. Les capteurs sont installés dans une petite clairière, à environ 1 demi-mile d'ici. Il faudra continuer à pied. Orrin acquiesça sans quitter la fenêtre des yeux. C'est un endroit étrange. Je travaille ici depuis longtemps, mais je ne m'y sens toujours pas à l'aise. C'est trop calme. Lowell baissa son chiffon. Il a raison, commandant. Pas d'oiseaux, pas d'écureuils. Il n'y a même pas de traces, à part les nôtres. Kaylan jeta un bref coup d'œil dans le rétroviseur. C'est l'hiver, Lowell. Les animaux se cachent. C'est normal. Mais lui-même le ressentait. Un silence oppressant, anormal. D'habitude, il y a toujours des bruits dans la forêt. Le craquement des branches, le hurlement du vent, les cris des oiseaux. Ici, il n'y avait rien, seulement le ronronnement du moteur et le crissement de la neige sous les roues. Finalement, la route buta contre un petit amoncellement d'arbres tombés. Il n'y avait plus de chemin. « Nous sommes arrivés », constata Kaylan et coupa le moteur. Dans le silence qui s'était installé, le bruit des portes qui claquaient résonna de manière assourdissante. Ils descendirent promptement de la voiture. L'air glacial leur brûla immédiatement les poumons. La température était d'environ moins d'1 degré. Les Rangers enfilèrent dans leurs raquettes, vérifièrent leurs armes et leur équipement. Kaylan sortit une carte et une boussole, vérifia l'itinéraire. La clairière est au nord-est d'ici. La marche ne sera pas longue. Elias, reste en contact. Fais un rapport toutes les 15 minutes. Elias acquiesça et vérifia sa radio portable. Compris, commandant. Le détachement se mit en route, s'enfonçant dans la neige profonde et poudreuse. Leurs silhouettes en uniforme sombre étaient les seules taches de couleur dans ce monde en noir et blanc. Le silence s'abattit à nouveau sur eux, encore plus dense et envahissant. On n'entendait que leur propre respiration et le crissement des raquettes. Ils marchaient en silence, chacun plongé dans ses pensées. La forêt autour d'eux semblait intacte, pas une seule trace, pas une seule branche cassée. On aurait dit qu'aucun homme ni aucun animal n'avait jamais mis les pieds ici. Après 20 minutes de marche,
Ils arrivèrent tard dans une clairière, et ce qu'ils virent les fit s'arrêter net. Le capteur sismique, ou plutôt ce qu'il en restait, n'était plus qu'un amas de métal tordu. Le mât en acier robuste, conçu pour résister aux vents violents et au poids d'acier de la neige, était plié à un angle incroyable, comme si une main géante l'avait écrasé comme une paille. Les panneaux solaires, protégés par une épaisse vitre, étaient brisés en 1000 morceaux. Le bloc batterie, qui pesait près de 200 livres, avait été arraché de ses fixations et projeté à plusieurs dizaines de mètres. Des morceaux de fils et de plastique jonchaient le sol. « Que s'est-il passé ici ?» demanda Brandt à voix basse, la voix tremblante. Ceylan s'approcha lentement des débris. Il s'accroupit et passa sa main gantée sur le métal tordu. Le mât était couvert de profondes rainures, comme si d'énormes griffes l'avaient parcouru. « Ce n'est pas un ours, » dit Orrin en examinant le sol autour de lui. « Il n'y a aucune trace, aucune. La neige est intacte, à part nos propres empreintes. Quoi que ce soit, ça n'a laissé aucune trace. » Ceylan se redressa. Son visage était tendu. « Lowell, examine l'équipement. Les enregistreurs ont peut-être survécu. » Lowell acquiesça silencieusement et se mit à fouiller dans les débris. Elias tenta de contacter la base. « Base, ici patrouille Zulu 9, à vous. Nous avons une situation d'urgence. Le capteur était détruit. Je répète, le capteur était complètement détruit. À vous. » Seul un sifflement répondit dans le haut-parleur. Il essaya plusieurs fois en changeant de fréquence. Le résultat fut le même. « Pas de communication, » dit-il en se tournant vers Ceylan. « Rien, même pas d'interférence. La tension était palpable. L'équipement détruit, l'absence de traces, la radio qui ne fonctionnait pas. Tout cela composait un tableau très inquiétant. « Peut-être une avalanche ?» suggéra Brandt, mais il comprit aussitôt l'absurdité de ses propos. La clairière était plate, il n'y avait aucune pente à proximité. « Ou un arbre est tombé ?» Orrin secoua la tête. Il n'y a pas d'arbre tombé autour, et les dégâts ne correspondent pas. Cela a été fait avec une force énorme, et dans un but précis. À ce moment-là, Lowell, qui fouillait dans les débris, poussa un cri étouffé. Tout le monde se tourna vers lui. Il tenait dans ses mains un morceau de métal qui faisait autrefois partie du boîtier de l'enregistreur de vol. Une substance sombre et visqueuse était figée sur la plaque courbée. Elle dégageait une odeur étrange, à peine perceptible. Un mélange d'ozone et de quelque chose d'acide, de métallique. Ceylan s'approcha. « Qu'est-ce que c'est ?» Lowell secoua la tête. « Je ne sais pas. Ça ne ressemble pas à du sang, ni à de la graisse. » Il toucha prudemment la substance avec la pointe de son couteau. Elle était collante et visqueuse, comme de la résine. Ceylan regarda Orrin. Dans les yeux du vieux ranger, il vit ce qu'il ressentait lui-même, un mauvais pressentiment qui se transformait en peur. « Retournons à la voiture, » dit-il d'un ton ferme, immédiatement. Ils se préparèrent rapidement et reprirent le chemin du retour. Ils marchaient plus vite maintenant, jetant constamment des regards autour d'eux. Le silence ne semblait plus apaisant. Il était oppressant, on sentait la présence invisible de quelqu'un. Chaque craquement d'une branche sèche sous leurs pas les faisait sursauter. La forêt, qui une heure auparavant semblait simplement hivernale et sans vie, leur paraissait désormais hostile. Quand ils arrivèrent au camion, le soleil commençait déjà à descendre vers l'horizon, teintant la neige de nuances rosées. Elias se précipita immédiatement vers la radio principale dans le véhicule. Il tourna longuement les boutons, appelant la base, mais en réponse, il n'entendait que le même sifflement régulier. Rien, elle ne fonctionne pas non plus. Complètement morte. La panique commença lentement à monter. Ils étaient pris au piège, dans une zone fermée, sans communication, avec la nuit qui approchait, et avec la conscience que quelque part, à proximité, se trouvait une créature capable de déchirer l'acier à main nue.
Kaylan tenta de garder son sang-froid. « Calme-toi, c'est peut-être à cause de la tempête magnétique. Ça arrive sous ces latitudes. Passons la nuit ici. Demain matin, si la communication ne revient pas, nous repartirons. » Ces paroles sonnaient avec assurance, mais tout le monde comprenait qu'il n'y croyait pas lui-même. Ils verrouillèrent les portes du camion et vérifièrent si leurs armes. Le dîner se composait de conserves froides et de biscottes. Personne ne parlait. Tous écoutaient dans le silence à l'extérieur, attendant d'entendre quelque chose qui le romprait. Mais il n'y avait aucun bruit. La nuit était tombée sur le parc, impénétrable, sans lune. L'obscurité derrière les vitres du camion semblait vivante et dense. 5 hommes étaient assis dans une petite boîte métallique, entourés de kilomètres de nature sauvage et silencieuse, attendant l'aube. Mais ils ne savaient pas que l'aube ne leur apporterait pas le salut, mais une nouvelle horreur encore plus grande. Ils ne savaient pas que quelque chose qui habitait ce silence connaissait déjà leur présence. Il les observait. Et il attendait. Les heures s'écoulaient douloureusement lentement. Il faisait froid à l'intérieur du camion. Le moteur était froid depuis longtemps et le gel commençait à s'infiltrer à l'intérieur. Personne ne dormait. Ils avaient convenu de monter la garde à 2, mais personne ne trouvait le sommeil. Chaque frottement de leurs vêtements semblait assourdissant dans ce silence de mort. Ils étaient assis, scrutant l'obscurité impénétrable derrière les vitres où la neige tourbillonnait paresseusement à la lumière d'une faible lampe de poche qu'ils avaient posée sur le tableau de bord. La condensation de leur respiration gelait sur les vitres de l'intérieur, les recouvrant de motifs glacés et les coupant encore plus du monde extérieur. Brandt fut le premier à rompre le silence. Son murmure résonna plus fort qu'un cri. « Vous avez entendu ça ?» Tout le monde se figea, tendant l'oreille. Pendant quelques secondes, il n'y eut rien d'autre que le sifflement du vent, qui s'était légèrement intensifié. « Tu as rêvé », répondit Elias dans un murmure. C'était juste une branche qui craquait. Mais à ce moment-là, ils l'entendirent ça tous. Un bruit sourd et lourd provenant de quelque part au fond de la forêt. Le bruit était tel que quelque chose de très lourd semblait être tombé sur le sol depuis une grande hauteur. Il n'était pas brusque, mais plutôt sourd, comme si le choc avait été absorbé par l'épaisseur de la neige. Après cela, le silence revint. Kaylan fit signe à tout le monde de se taire. Il colla son oreille contre la vitre froide, essayant de capter autre chose. 1 minute passa, puis une deuxième. Rien. Peut-être qu'un arbre essaie de tomber, suggéra Lowell, hésitant, essayant de trouver une explication rationnelle, sous le poids de la neige. Orin secoua lentement la tête. Dans la faible lumière de la lampe, son visage ressemblait à un masque sculpté dans la pierre. Ce n'est pas le même bruit. Un arbre craque quand il tombe. Mais là, c'était différent. Comme si quelqu'un avait jeté un sac de sable, un très gros sac. Ils se turent à nouveau. La peur était presque palpable. Elle flottait dans l'air, se mêlant à l'odeur du métal refroidi et de la poudre des armes qu'ils tenaient entre leurs mains. 1 demi-heure s'écoula. Ils commençaient déjà à penser qu'ils avaient vraiment rêvé, quand soudain le bruit se répéta. Cette fois-ci, il était beaucoup plus proche. Le même coup sourd et lourd. Et juste après, un autre, et encore un autre. Quelqu'un ou quelque chose s'approchait, de manière rythmée, implacable. Cela ne ressemblait pas au pas d'un homme ou d'un animal. Il n'entendait pas le crissement de la neige sous des pattes ou des bottes. Seulement ces coups sourds et étranges, à intervalles réguliers, comme si un pendule géant se balançait quelque part dans la forêt et que son point le plus bas touchait le sol, se rapprochant de plus en plus d'eux à chaque fois. « Il vient ici », murmura Brandt, les yeux écarquillés d'horreur. « Kaylan, que devons-nous faire ?» Kaylan ne répondit pas. Lui aussi écoutait, essayant de comprendre la nature de ce bruit. Qu'est-ce qui pouvait se déplacer de manière aussi étrange?
Il serra plus fort son fusil. Les consignes à suivre en cas de rencontre avec des animaux sauvages lui traversèrent l'esprit, mais il comprit qu'aucune d'entre elles n'était applicable ici. Ce n'était ni un ours, ni un loup. Les bruits cessèrent aussi soudainement qu'ils avaient y commencé. Ils provenaient désormais de tout près, quelque part hors de leur champ de vision, à quelques dizaines de mètres du camion. Le silence qui suivit était encore plus effrayant que les bruits eux-mêmes. Ils savaient que la créature était là. Elle se tenait debout et les regardait. Elle attendait. Soudain, le camion vacilla légèrement, comme sous l'effet d'une forte rafale de vent. Mais il n'y avait pas de vent. Puis, il y eut une autre secousse, plus forte. Quelqu'un poussait le véhicule. Elias poussa un cri et s'écarta de la fenêtre. « Il est dehors! Il touche le camion !» Tout le monde se recroquevilla instinctivement, se blottissant contre les sièges. Un bruit sourd et grattant se fit entendre sur le toit, comme si quelqu'un frottait quelque chose de dur contre le métal. Puis, ils sentirent quelque chose d'incroyablement lourd s'abaisser sur le toit. Le camion s'affaissa sur ses ressorts. Les pneus grincèrent lamentablement. Ils entendirent le métal du toit céder sous la pression, émettant un léger gémissement. Quelque chose d'énorme était monté sur leur camion et se trouvait désormais juste au-dessus de leur tête. Brandt n'en pouvait plus. Il se recroquevilla dans un coin, le visage caché dans ses mains, le corps secoué de tremblements silencieux. Lowell pointa le canon de son fusil vers le plafond, les doigts crispés sur la détente. « Ne tirez pas !» siffla Caylan. « Ne tirez pas tant que nous ne voyons pas la cible. » Il savait que la balle ricocherait simplement sur le toit et pourrait blesser l'un d'entre eux. Ils étaient pris au piège, dans une boîte métallique sur laquelle était assis quelque chose d'inconnu et de monstrueux. La créature sur le toit ne bougeait pas. Elle restait simplement assise là, son poids les enfonçant dans le sol. Cela semblait durer une éternité. Chaque battement de cœur résonnait dans leurs oreilles. Et soudain, ils entendirent un nouveau son, un grondement grave et vibrant. Il ne provenait pas du toit, mais de partout à la fois. Il traversait le métal, leurs vêtements, faisant vibrer leurs organes internes. Ce n'était pas un son que l'on pouvait entendre avec les oreilles, on ne pouvait que le ressentir. Il s'intensifiait, devenait de plus en plus fort et grave, jusqu'à ce que l'air même dans la cabine semble se mettre à trembler. Puis, tout redevint calme. Les vibrations cessèrent. Le poids sur le toit disparut. Ils sentirent que le camion se soulevait légèrement, revenant à sa position normale. Pendant quelques secondes, ils restèrent immobiles, craignant de bouger. Puis un bruit retentit à l'avant du camion, un grincement métallique fort et sec. Et juste après, un choc assourdissant qui fit bondir tout le camion. Brandt poussa un cri. Quelque chose d'énorme et de lourd avait frappé le capot avec une telle force que les vitres avaient vibré. Il n'y eut qu'un seul coup, puissant, dévastateur. Puis le silence revint, cette fois définitif. Ils restèrent assis ainsi jusqu'à l'aube. Personne ne prononça un mot. Ils restèrent simplement assis, agrippés à leurs armes, à regarder dans l'obscurité. La peur les paralysait complètement. Lorsque les premières lueurs grises de l'aube percèrent à travers les branches enneigées, l'obscurité commença à se retirer à contre-cœur. Le monde derrière les vitres n'était plus noir, il était devenu gris et sans vie. À l'intérieur du camion, les visages des Rangers étaient tout aussi gris, épuisés par une nuit blanche. Caylan fut le premier à rompre le silence. « Orin, viens avec moi. Les autres, couvrez-nous depuis les fenêtres. Si quelque chose bouge, tirez pour tuer. » Sa voix était rauque et fatiguée. Ils entr'ouvrirent prudemment la porte. L'air glacial s'engouffra dans l'habitacle. Aucun bruit, aucun mouvement. Ils se glissèrent hors du véhicule, leur fusil à la main. Lentement, pas à pas, ils contournèrent le camion et s'immobilisèrent
les yeux rivés sur le capot. Ce qu'ils virent était pire que tout ce qu'ils avaient imaginé. Le capot en acier épais était perforé et déformé, comme s'il avait été frappé par une presse hydraulique. Au centre de la bosse, 3 profondes rainures parallèles s'ouvraient. Le métal n'était pas simplement rayé, il était déchiré. Les bords des déchirures étaient courbés vers l'extérieur, exposant les pièces tordues du moteur. On aurait dit qu'une main géante à 3 doigts s'était abattue sur leur véhicule et l'avait écrasé, froissant l'acier comme du papier d'aluminium. Mais le plus effrayant n'était pas cela. Il n'y avait aucune trace autour du camion. La neige tombée pendant la nuit formait une couche uniforme et intacte. Seuls de leur propre son de trace menaient de la porte de la voiture. Rien n'indiquait qu'il y avait eu ici quelque chose d'énorme et de lourd. Il n'y avait ni empreinte de pattes, ni bosse dans la neige. Rien. La créature était venue, avait fait une démonstration de sa force monstrueuse, puis était repartie sans laisser la moindre trace. Orin passa lentement la main sur son visage. « Qu'est-ce que c'est, Caylan » demanda-t-il doucement. « Qu'est-ce que c'est que ce truc, bon sang ?» Caylan ne répondit pas. Il regardait le métal déchiqueté, et pour la première fois depuis le début, ses yeux reflétaient une véritable terreur, sans phare. Il comprit qu'ils avaient affaire à quelque chose qui défiait les lois de la nature. Et cette chose était toujours là, quelque part. Le silence, seulement rompu par leur propre respiration haletante, pesait sur eux. Ils se tenaient bien près du camion accidenté, et chacun comprenait que quelque chose d'irréparable venait de se produire. La forteresse métallique qui leur semblait être leur salut s'était transformée en un tas de ferraille inutile, en un monument à leur impuissance. « Essaie de le démarrer », dit Orin d'une voix rauque, sans quitter des yeux les trous déchirés dans le capot. Caylan acquiesça silencieusement, contourna le véhicule et s'assit au volant. Les autres observaient avec tension. Il tourna la clé dans le contact. Il y eut un léger clic du relais et rien d'autre. Le tableau de bord ne s'alluma pas. Le moteur ne fit aucun bruit. Il essaya encore et encore. En vain. Le choc avait manifestement touché directement la batterie et le bloc de fusible, transformant tout le système électrique en un enchevêtrement de fils et de plastique. La voiture était morte, définitivement. Caylan sortit de la cabine et claqua la porte. Le bruit lui sembla déplacé. Il regarda ses hommes. Leurs visages reflétaient un désespoir qu'ils tentaient en vain de dissimuler derrière un masque de professionnalisme. La peur de l'inconnu avait fait place à la crainte d'une perspective bien réelle. Mourir de froid ou de faim à des dizaines de kilomètres du poste le plus proche. « La voiture ne démarrera pas, » dit-il, même si cela était évident. « Nous irons à pied. » Brandt déglutit nerveusement. « À pied ? Mais la base est à plus de 30 miles. Nous n'y arriverons pas avec toute cette neige. »« Nous n'irons pas à la base, » coupa Caylan en dépliant la carte sur la partie intacte du capot. « Nous irons vers le sud. À 8 miles d'ici passe une ancienne route forestière. Elle doit être enneigée, mais le relief y était plus facile. Si nous y arrivons, nos chances augmenteront. C'est là qu'ils nous chercheront en premier. » Il parlait rapidement et clairement, ne leur laissant pas le temps de céder à la panique. Il était à nouveau le commandant, prenant des décisions dans une situation critique. « Rassemblez tout le nécessaire, » continua-t-il. « Les munitions en premier lieu, de la nourriture, des trousses de secours, des fusées de détresse, de l'eau dans des gourdes. Nous ne prenons pas les sacs de couchage, ils sont trop encombrants. Nous prendrons des couvertures thermiques. Nous nous déplacerons rapidement et sans encombrement. Nous avons quelques heures de lumière du jour. Nous devons les utiliser au maximum. » Son ton autoritaire fit son effet. Les Rangers, comme s'ils s'étaient réveillés d'une torpeur, se mirent au travail. Ils agissaient de manière coordonnée et efficace, comme on leur avait appris. En quelques minutes, l'habitacle et la benne du camion furent vidés. Les sacs à dos furent remplis du strict nécessaire. Chacun prit des munitions supplémentaires.
Les armes furent dit vérifiées et rechargées. Ils travaillèrent en silence, échangeant seulement de brèves phrases de temps à autre. Des cartouches pour le fusil. Passe-moi le combustible sec. J'ai le lance-roquette. Ce travail routinier reléguait temporairement la peur au second plan, la remplaçant par une activité concentrée. Mais chacun d'entre eux, en jetant un coup d'œil à la forêt environnante, comprenait qu'ils étaient désormais totalement sans défense. Ils quittaient leur seul refuge et sortaient dans un monde où vivait quelque chose capable de déchirer l'acier. « Vous êtes prêts ?» demanda Cailan en jetant son sac à dos sur ses épaules. Les autres acquiescèrent en silence. « On avance en colonne. Je passe devant, Orin ferme la marche. Distance, 5 mètres. Pas de conversation. On regarde autour de nous. On suit mes traces. » Il jeta un dernier regard au camion accidenté et se détourna. Il n'y avait plus rien à faire ici. Le groupe se mit en route vers le sud. Ils étaient 5, une petite chaîne de silhouettes sombres, dans un silence blanc infini. Le crissement des raquettes et leur propre respiration étaient les seuls sons dans la forêt morte. Ils marchaient donc depuis plus d'1 heure. Le mouvement monotone et l'effort physique étaient épuisants. La neige profonde rendait chaque pas difficile, les obligeant à lever haut les jambes. L'air glacial leur brûlait le visage et les poumons. Cailan imposa un rythme rapide. Il voulait s'éloigner le plus possible de cet endroit maudit. La forêt autour d'eux restait inchangée, toujours les mêmes pins enneigés, toujours le même silence oppressant. Ni oiseaux, ni animaux. On aurait dit que toute vie avait quitté ce coin du parc. Ils s'arrêtèrent pour faire une courte pause dans une petite clairière balayée par le vent. Les Rangers respiraient difficilement, appuyés contre des troncs d'arbres. Brandt sortit sa gourde, mais ses mains tremblaient tellement qu'il ne parvint pas à dévisser le bouchon. Orin lui prit silencieusement la gourde, l'ouvrit et la lui tendit. « Bois, » dit-il doucement, « et respire profondément. La peur te prive de tes forces. » Brandt but quelques gorgées avides, l'eau lui brûlant la gorge par sa fraîcheur. Son regard effrayé errait parmi les arbres. « Il nous observe, je le sens. »« Nous le sentons tous, » répondit Lowell, sans quitter des yeux la lisière de la forêt. « L'important, c'est de ne pas s'arrêter. » Soudain, Elias, qui se tenait un peu à l'écart, se raidit et leva la main pour demander le silence. « Regardez, » murmura-t-il en montrant leurs traces derrière eux. Ils se retournèrent. La chaîne de leurs empreintes était clairement visible dans la neige, s'enfonçant dans la forêt. Et loin derrière, là où les arbres étaient plus denses, quelque chose n'allait pas. À un endroit, parallèlement à leurs traces, la neige semblait avoir été remuée. Une bande sombre sur du blanc. Comme si quelque chose de grand et de lourd avait rampé là, juste sous la surface de la neige, dans la même direction qu'eux. Le mouvement était imperceptible, mais son résultat, la couche de neige remuée, était visible même à une telle distance. « Qu'est-ce que c'est » demanda Brandt. « Un glissement de terrain » suggéra-t-il, mais sa voix manquait d'assurance. « Un glissement de terrain sur un terrain plat » marmonna Orin. « Il nous suit. » Cette pensée leur donna un nouvel élan désespéré. La pause était terminée. Ils se remirent en route, presque en courant, autant que le permettait la neige profonde. La panique les poussait à avancer. Ils ne cherchaient plus à économiser leurs forces. Leur seul objectif était de s'éloigner le plus possible, le plus vite possible. Après 2 heures d'une course épuisante, ils arrivèrent à un ravin rocheux. Il n'était pas profond, mais ses pentes rocailleuses recouvertes de neige semblaient dangereuses. Cailan consulta la carte. La route passe derrière ce ravin. On peut le contourner, mais cela nous ferait faire un détour de plusieurs kilomètres. Ou bien, on peut descendre et passer par le fond. C'est plus court. « Passons par le fond, » dit Orin. « Ainsi, nous passerons moins de temps à découvert. » La décision fut prise.
Ils commencèrent à descendre prudemment la pente instable, s'agrippant aux rochers et aux racines des arbres. Le fond du ravin était protégé du vent. Il y avait moins de neige ici, et par endroits, on voyait des plaques de terre gelées et des pierres. C'était encore plus calme ici que dans la forêt. Le bruit de leurs pas résonnait sourdement sur les parois rocheuses. Ils avaient y parcouru plusieurs centaines de mètres lorsque Lowell, qui marchait devant, s'arrêta brusquement. « Commandant, venez voir. » Il désignait une petite niche dans la paroi rocheuse, semblable à une grotte peu profonde. Kaylan s'approcha. À l'intérieur de la niche, sur les pierres, gisait un morceau de bâche pourri, qui avait autrefois fait partie d'un sac à dos. À côté se trouvait une vieille gourde rouillée, du genre de celles qui ne sont plus utilisées depuis de nombreuses années. Des taches sombres, presque noires, étaient visibles sur les rochers. Il s'agissait de la même substance visqueuse qu'ils avaient trouvée près du capteur cassé. Elle avait séché et craquelé, mais elle était facilement reconnaissable. Ils n'étaient pas les premiers à se retrouver ici, et, à en juger par les apparences, ceux qui étaient venus avant eux avaient connu une fin tragique. « Il faut partir d'ici », dit Elias en jetant des regards nerveux autour de lui. Mais Orin, qui examinait le sol à l'entrée de la niche, s'immobilisa soudainement. Il ne dit rien, se contentant de pointer du doigt vers le bas. Les autres s'approchèrent et regardèrent. Là, sur une parcelle de terre dégelée, puis recongelée, partiellement recouverte de neige fraîche, se trouvait une empreinte, une seule, mais incroyablement nette. Elle ne ressemblait ni à une empreinte d'ours, ni à celle d'aucun autre animal connu. Elle était humanoïde, mais monstrueuse. 5 longs doigts, épais ou griffes, un pied large et un talon massif enfoncé dans la boue avec une force incroyable. L'empreinte était presque 2 fois plus longue que la chaussure de Kaylan. Ils regardèrent cette empreinte en silence. C'était une preuve irréfutable, l'incarnation physique de leur cauchemar nocturne. Il était réel, il était énorme, et il suivait leurs traces. À ce moment-là, quelque part au-dessus d'eux, au bord du ravin, ils entendirent le craquement bruyant d'une branche qui se brisait. Ils levèrent tous brusquement la tête. Là-haut, sur fond de ciel gris, il n'y avait rien, mais ils savaient qu'il était là. Ils les regardaient d'en haut. Ils étaient piégés au fond du ravin. Le craquement de la branche au-dessus de leur tête eut l'effet d'un coup. En un instant, la torpeur provoquée par la vue de l'empreinte monstrueuse fit place à une montée d'adrénaline. « Contre le mur !» cria Kaylan. Sa voix, amplifiée par l'écho du ravin, se transforma en un cri rauque. Les des Rangers obéirent instinctivement à l'ordre, se précipitant dans toutes les directions et se pressant contre la surface froide et inégale de la roche. Ils levèrent leurs fusils, visant le bord du ravin, d'où venait le bruit. Le ciel gris au-dessus d'eux semblait vide. Le silence revint, encore plus sinistre qu'auparavant. Ils restèrent immobiles, leur souffle formant des nuages de vapeur blanche. Quelques secondes s'écoulèrent, qui semblèrent une éternité. Il ne se passait rien. C'était peut-être simplement de la neige tombée d'une branche. Peut-être était-ce un bruit fortuit qui n'avait rien à voir avec eux. Cet espoir fragile s'évanouit l'instant d'après. Du bord du ravin, juste au-dessus de l'endroit où ils se trouvaient, quelques instants auparavant, une masse sombre se détacha. Ce n'était pas un être vivant. C'était un énorme rocher, de la taille du moteur de leur camion, que quelqu'un avait poussé vers le bas avec une force incroyable. Il volait presque sans bruit, ne faisant qu'un léger sifflement en fendant l'air. Le rocher s'écrasa au fond du ravin dans un fracas assourdissant qui fit trembler le sol. La boue gelée et les pierres ont volé dans toutes les directions, comme des éclats d'obus. L'un des éclats a frappé Elias au casque avec une telle force qu'il a trébuché et a failli tomber. Ils ont compris que ce n'était pas un accident. C'était un acte délibéré. On essayait de les tuer
en utilisant l'environnement comme une arme. Ils étaient pris au piège et le chasseur se trouvait en haut, hors de leur portée. Mais ils se trompaient. Le chasseur n'avait pas l'intention de rester en haut. Alors qu'il regardait l'endroit où la pierre était tombée, quelque chose commença à descendre de l'autre côté du ravin, depuis l'ombre épaisse des pins qui le surplombaient. On ne pouvait appeler cela ni un saut, ni une chute. C'était une glissade rapide et contrôlée sur une paroi presque verticale. Un corps long, sombre et anormalement maigre se déplaçait avec une vitesse et une grâce incroyables, s'agrippant aux moindres saillies avec ce qui semblait être des membres incroyablement longs. Il était énorme, bien plus grand qu'un humain, mais se déplaçait avec la légèreté d'une araignée. Avant qu'ils aient eu le temps de réaliser ce qu'ils voyaient, il était déjà au fond du ravin, à une vingtaine de mètres d'eux. Il atterrit sur ses 4 membres, dans un silence absolu. C'est à ce moment-là qu'ils l'aperçurent pour la première fois, bien que brièvement. Ce n'était pas un animal. Recouvert d'une fourrure clairsemée et sombre, l'être se tenait sur des jambes fléchies, le dos voûté, et ses bras, longs et minces, touchaient presque le sol. Sa tête était allongée, sans oreilles ni nez apparents, avec 2 points faiblement lumineux à l'emplacement des yeux. Ils perçurent tout cela en une fraction de seconde. La créature ne grognait pas et n'émettait aucun son. Elle était simplement là, incarnation de la terreur primitive. Puis elle bondit, incroyablement rapide, fluide. Sa cible était Lowell, qui se tenait le plus près. Il n'eut même pas le temps de tirer. La créature le rattrapa et un cri bref et étouffé retentit. Orin réagit le premier. Le grondement de son fusil rompit le silence. Les autres ouvrirent le feu à leur tour. Le ravin s'est rempli du rugissement assourdissant des coups de feu, des éclats de flammes et de l'odeur de la poudre. Ils tiraient sans viser, simplement dans la masse sombre qui s'était abattue sur leurs camarades. Les balles faisaient jaillir des étincelles des pierres, arrachaient des morceaux de terre gelés. Ils ont tiré des dizaines de cartouches sur cette créature. Mais celle-ci semblait ne pas les remarquer. Après avoir attrapé Lowell, elle s'élança d'un puissant bond et commença à grimper le long de la paroi du ravin à une vitesse surhumaine, emportant avec elle son corps inerte, comme un prédateur emporte sa proie. Quelques secondes plus tard, il disparut derrière le bord de la falaise. Les coups de feu cessèrent aussi soudainement qu'ils avaient commencé. Dans le silence qui suivit, on n'entendait plus que le bruit des dernières douilles, vides tombant sur les rochers. Les 4 rangers survivants se tenaient debout, leurs fusils fumant baissés. Ils regardaient la paroi vide du ravin, incapables de croire ce qui venait de se passer. Lowell n'était plus là. Tout s'était passé si vite que leur esprit refusait de l'accepter. « Rechargez vos armes !» L'ordre de Cailan résonna de manière mécanique, sans vie. Il eut lui-même du mal à forcer ses doigts engourdis à retirer le chargeur vide et à en insérer un nouveau. Les autres suivirent son exemple. Leur mouvement était lent et lent, hésitant. Le choc était trop fort. Cailan s'approcha prudemment de l'endroit où se tenait Lowell. Une grande tache rouge foncée s'étalait sur la neige. Une traînée de gouttes de sang s'étirait de la tache jusqu'au pied de la falaise. Plus loin, les traces menaient tout droit vers le haut, le long de la paroi abrupte, où il semblait impossible de s'agripper. Près de la tache de sang, gisait le fusil de Lowell. Cailan le ramassa. L'arme était mutilée. Le canon en acier était plié presque à angle droit et la crosse était brisée en plusieurs morceaux. La créature avait fait cela d'une seule main, au moment même où elle avait attrapé son propriétaire. Elle ne se contentait pas de tuer. Elle démontrait sa puissance absolue et écrasante. « Nous devons partir », murmura Brandt, le visage blanc comme neige. « Elle reviendra nous chercher. Elle reviendra. » Il avait raison. Le ravin n'était plus un refuge. C'était désormais un piège mortel, un lieu d'exécution.
En avant, le long du ravin, vite !» ordonna Cailan. Il n'y avait plus de temps pour réfléchir. L'instinct de survie prit le dessus. Ils se mirent à courir. Trébuchant sur les pierres, glissant sur la glace, ils se précipitèrent au fond du ravin, loin de cet endroit terrifiant. Personne ne se retourna. Ils avaient peur de voir la silhouette sombre réapparaître au bord de la falaise. Une terreur primitive les poussait à avancer. Ils coururent jusqu'à ce que leurs poumons s'embrasent et que leurs jambes deviennent molles. Finalement, ils sortirent du ravin de l'autre côté et, sans ralentir, s'enfoncèrent dans la forêt. Après avoir couru encore quelques centaines de mètres, ils s'effondrèrent dans la neige, derrière des buissons épais de genévriers, incapables de faire un pas de plus. Ils n'étaient plus que 4. Cailan, Orin, Elias et Brant. Ils se blottirent les uns contre les autres, haletants, et tendirent l'oreille. Mais la forêt était à nouveau calme et silencieuse. Ils n'entendaient aucun bruit de poursuite, mais ils savaient que cela ne voulait rien dire. La créature était quelque part à proximité. Elle ne se pressait pas. Elle pouvait attaquer à tout moment. Ce n'était plus simplement une question de survie dans la nature sauvage. C'était une chasse, et ils étaient dans le gibier. Pendant quelques minutes, ils restèrent allongés dans la neige, incapables de bouger. Leur corps refusait d'obéir, leurs poumons brûlaient à cause de l'air glacial. Le silence qui était revenu dans la forêt ne semblait plus vide. Il était désormais rempli du souvenir de ce qu'ils avaient vu. Le souvenir de la vitesse, de la force et du cri étouffé de Lowell. Le choc commença à s'estomper, laissant place à d'autres émotions plus destructrices. Brant fut le premier à craquer. Il s'assit, se prit la tête entre les mains et son corps se mit à trembler. Au début, ce n'étaient que de petits sanglots étouffés, mais ils se transformèrent rapidement en pleurs hystériques et bruyants. « Il l'a tuée », marmonna-t-il en se balançant d'avant en arrière. « Il l'a simplement emportée. Et nous avons tiré, nous avons utilisé toutes nos munitions. Et rien, nous n'avons rien pu faire. » Sa voix se transforma en cri. Il se leva d'un bond, le visage déformé par l'horreur et la colère. Il fixa Cailan du regard. « C'est ta faute, c'est toi qui nous as amenés ici. C'est toi qui as donné l'ordre d'aller dans ce ravin. C'est toi qui l'as tué. » Elias tenta de le calmer. « Brant, arrête !» Mais Brant le repoussa. Il s'avança vers Cailan, les yeux brillants de folie. « Tu es le commandant, tu devais nous protéger. Et tu nous as menés droit dans la gueule de ce... » Il ne trouvait pas les mots. À ce moment-là, Orin, qui était resté assis en silence, adossé à un tronc d'arbre, se leva. Il s'approcha de Brant et l'attrapa violemment par le col de sa veste, le secouant si fort que ses dents claquèrent. « Tais-toi !» siffla-t-il. Sa voix était calme, mais elle était empreinte d'une telle fureur glaciale que Brant se tut instantanément. « Tu veux crier ? Tu veux attirer à nouveau son attention ? Tu veux qu'il vienne te chercher ? Alors crie. Mais si tu veux survivre, ferme ta bouche et commence à penser comme un rangeur, pas comme un enfant effrayé. » Il lâcha Brant, qui s'effondra dans la neige, le visage caché dans ses mains. La scène était horrible et cruelle, mais elle eut l'effet escompté. La crise de nerfs cessa. Cailan semblait ne pas prêter attention aux accusations. Il regardait la carte qu'il avait étalée sur la neige. Ses mains tremblaient légèrement, mais il se força à se concentrer. Courir sans but, c'était mourir. Ils avaient même besoin d'un plan. Ils avaient besoin d'un objectif. « Ici », dit-il en pointant du doigt un endroit sur la carte. Sa voix était calme, dénuée d'émotion. L'ancienne tour d'observation, à 3 miles au sud-ouest d'ici. Elle se trouve au sommet d'une colline. Elle est en bois, mais avec une structure métallique. De là, on aura une bonne vue. Et il n'y a qu'un seul moyen d'y accéder, par l'escalier. C'est mieux que rien. Nous pourrons y tenir jusqu'à l'aube.
Orin et Elias regardèrent sur la carte, puis Cailan. Son plan était désespéré, mais c'était la seule option logique. Rester dans la forêt pour la nuit, sans abri, revenait à se suicider. « D'accord », acquiesça Orin. « Allons vers la tour. » Il s'approcha de Brant et le releva brutalement. « Lève-toi, allons-y. » Brant ne résista pas. Il était brisé. Sa volonté était anéantie. Il passa silencieusement son fusil sur son épaule et suivit les autres. Ils se remirent en route. Ils étaient désormais 4. La perte de Lowell avait laissé un vide béant dans leur petite troupe. Ils marchaient en regardant constamment derrière eux, sursautant à chaque craquement de branches, à chaque rafale de vent. La forêt autour d'eux semblait vivante et hostile. Chaque arbre, chaque ombre cachait une menace mortelle. Le soleil commençait à descendre vers l'horizon et de longues ombres bleues rampaient l'armée sur la neige. Ils marchaient depuis environ 1 heure lorsqu'un bruit retentit dans la forêt à leur gauche. C'était une voix humaine, faible, pleine de douleur. « Aidez-moi! M'aider !» Ils se figèrent sur place. La voix leur était familière. C'était celle de Lowell. « Lowell ?» murmura Elias, les yeux écarquillés d'incrédulité. « Il est vivant ?» Une lueur d'espoir, irrationnelle et folle, brilla un instant dans son regard. Brant tressaillit. Son visage se transforma. « Lowell, c'est lui. Il est si blessé, mais il est vivant. Nous devons l'aider. » Il s'apprêtait déjà à se précipiter vers la voix, mais Orin lui saisit le bras d'une poigne de fer. « Attends, ce n'est pas lui. »« Lâche-moi » cria Brant en essayant de se dégager. « Il est là, il a besoin d'aide, on ne peut pas l'abandonner. » La voix dans la forêt se fit entendre à nouveau, plus forte et plus claire cette fois. Elle était pleine de souffrance. « J'ai tellement mal. S'il vous plaît, je suis là. Aidez-moi. » C'était une imitation parfaite, le même timbre, les mêmes intonations. Mais il y avait quelque chose d'inhumain dans cet appel à l'aide. Quelque chose de trop précis, de trop artificiel. Cailan regarda les visages de ces hommes. Ils reflétaient l'horreur de la prise de conscience. « C'est un piège », dit-il d'une voix sourde. « Il imite sa voix, il essaie de nous attirer dehors. » Cette pensée était plus effrayante qu'une attaque directe. La créature qui les poursuivait n'était pas simplement un prédateur. Elle était douée d'intelligence, d'une intelligence cruelle et perverse. Elle ne se contentait pas de chasser, elle jouait avec eux, savourant leur peur. « Allons-y », ordonna Cailan, la voix ferme comme l'acier. « N'écoutez pas, ce n'est pas Lowell. Lowell est mort. Allons-y. » Il partit en avant, Orin traînant derrière lui, Brant qui résistait. Elias, jetant un regard effrayé vers la forêt, se dépêcha de les suivre. La voix les poursuivit pendant encore quelques 2 minutes. Elle les appelait par leur nom. Elle suppliait, pleurait, criait de douleur. C'était insupportable. Ils se bouchaient hors les oreilles, mais la voix semblait résonner directement dans leur tête. Puis il s'était tu aussi soudainement qu'il était apparu, et le silence qui avait suivi était encore plus oppressant. Ils savaient désormais que la créature ne se contentait pas de les suivre. Elle était là, tout près. Elle les observait, et elle s'amusait. Ils marchaient à bout de force, poussés par la terreur. Le crépuscule s'épaississait. La température chuta brutalement. La forêt se transformait en un labyrinthe de troncs noirs et d'ombres impénétrables. Ils trébuchaient, tombaient, se relevaient et continuaient de ligne d'avancer, guidés par un seul objectif, atteindre la tour. Alors qu'ils semblaient avoir définitivement perdu toute leur force, la forêt s'ouvrit soudainement. Ils débouchèrent sur le versant dégagé d'une colline. Et là, au sommet, sur fond de coucher de soleil, ils l'aperçurent. La silhouette sombre et anguleuse d'une vieille tour d'observation. Une fine structure de métal et de bois dressée vers le ciel violet. C'était leur seul salut, leur seul espoir, ou leur tombe commune. Le dernier effort pour atteindre le pied de la colline
leur avait pris le peu de force qui leur restait. Ils se tenaient debout, haletants, et regardaient vers le haut. La tour semblait incroyablement haute, sa structure sombre se perdait dans le crépuscule qui s'épaississait rapidement. L'escalier en bois, qui entourait l'un de ses pieds en acier, semblait fragile et peu fiable. Le vent, qui se renforçait dans cet espace ouvert, faisait osciller la structure, et ils entendaient là le grincement faible et plaintif du métal. « Là-bas, vite !» souffla Cailan. Il savait que tout retard pourrait leur être fatal. La créature savait où il se trouvait. Elle pouvait attaquer à tout moment. L'ascension de la pente raide et enneigée était une véritable épreuve. Il s'enfonçait dans la neige jusqu'aux genoux, s'agrippant aux rares buissons pour ne pas glisser. Chaque pas était extrêmement difficile. Ils regardaient voler constamment derrière eux, vers la paroi sombre de la forêt, au pied de la colline, s'attendant à voir un mouvement, à apercevoir une silhouette sombre sortir des arbres. Mais la forêt était immobile. Elle observait simplement ses proies de grimper vers leur dernier piège. Ils finirent par atteindre la base en béton de la tour. Ils étaient complètement épuisés. Cailan fut le premier à monter l'escalier. Les vieilles planches couvertes de givre craquaient sous son poids. Un par un, lança-t-il par-dessus son épaule. Ne vous précipitez pas. Tenez-vous à la rampe. L'ascension était encore plus effrayante qu'il ne l'avait imaginé. À chaque marche, le vent soufflait de plus en plus fort, transperçant leurs vêtements jusqu'aux os, essayant de les faire tomber. La tour se balançait et semblait sur le point de s'effondrer. Sous leurs pieds, dans un vide vertigineux, la terre s'éloignait rapidement. Ils grimpaient, agrippés à la rampe gelée, n'osant pas regarder en bas. Finalement, Cailan atteignit une petite plateforme devant l'entrée de la cabine d'observation. La porte était verrouillée par un lourd verrou rouillé et gelé. Ils durent le frapper avec la crosse de leur fusil jusqu'à ce qu'il cède enfin dans un grincement bruyant. Ils se précipitèrent à l'intérieur et refermèrent immédiatement la porte derrière eux. Pendant quelques secondes, ils restèrent simplement debout dans l'obscurité, essayant de reprendre leur souffle. Puis Cailan trouva un vieux interrupteur sur le mur et l'actionna. À leur grande surprise, une ampoule tamisée s'alluma au plafond, apparemment alimentée par un générateur autonome ou des batteries. La cabine était petite, d'environ 10 pieds à le carré. Tout autour, de grandes fenêtres offraient une vue sur des centaines de kilomètres carrés de parc, plongés dans l'obscurité. Au milieu se trouvait une table, avec des cartes, dans un coin, un poêle en fonte, et une vieille armoire à documents. L'air était vicié, ça sentait la poussière et les souris, mais c'était un abri, une forteresse au sommet du monde. Cailan et Orin se mirent immédiatement au travail. Ils traînèrent le lourd meuble métallique et le placèrent contre la porte pour la bloquer. Les fenêtres étaient fermées par de solides verrous. Les vitres étaient épaisses, conçues pour résister à des vents violents. Pendant un instant, ils eurent l'impression d'être en sécurité. Ils prirent position près des fenêtres, scrutant l'obscurité. En bas s'étendait une mer infinie de cimes d'arbres noirs. La neige sur le versant de la colline brillait faiblement à la lumière de la lune montante. Silence. 1 heure passa. Rien ne se passait. La tension commença peu à peu à retomber. Peut-être s'était-il échappé. Peut-être que la créature n'avait pas réussi à les retrouver. Brandt, qui était resté assis dans un coin, recroquevillé en boule, avait même cessé de trembler. C'est alors qu'ils entendirent un bruit, un coup sourd et lourd sur le sol, à la base de la tour. Puis un autre, et encore un autre, le même son rythmé et sourd qu'ils avaient entendu la nuit dernière près du camion. Il était arrivé. Il était en bas. Ils savaient où il se trouvait. Ils se pressèrent contre les fenêtres, essayant de discerner quelque chose. Mais il y avait une zone morte, à la base de la tour, cachée à leurs yeux. Ils ne pouvaient qu'écouter. Les bruits cessèrent. Pendant quelques minutes, le silence régna,
rompu seulement par le hurlement du vent. Et soudain, un nouveau bruit se fit entendre, un grincement métallique aigu et assourdissant. Il venait d'en bas, il se répétait encore, et à chaque fois, il semblait plus fort, plus proche. Toute la structure de la tour se mit à vibrer légèrement. « Ça grimpe », murmura Orin, le visage figé en un masque impassible. « Ça grimpe le long des piliers. » L'idée était terrifiante. Cette créature, quelle qu'elle soit, grimpait le long d'une structure métallique de 100 mètres de haut comme un insecte sur un mur. Les vibrations s'intensifiaient. Ils entendaient ses griffes ou ses pattes racler l'acier. Les rivets gémirent sous son poids. Brant se recroquevilla à nouveau dans un coin, les mains sur les oreilles. Cailan et Orin se tenaient près des fenêtres, leurs fusils les pointaient vers le bas, même s'ils savaient mieux que cela ne servait à rien. Ils ne pouvaient donc pas tirer sur quelque chose qu'ils ne voyaient pas. Le bruit était déjà presque au-dessus d'eux. La créature semblait s'être arrêtée juste sous le plancher de la cabine. Ils retinrent leur souffle, s'attendant à ce que le plancher se brise et qu'elle fasse irruption par en dessous. Mais l'attaque vint d'un autre côté. Dans un fracas assourdissant, l'une des fenêtres donnant sur le nord vola en éclats. Un vent glacial et de la neige s'engouffrèrent à l'intérieur. Avant qu'il n'ait eu le temps de réagir, un long membre noir, anormalement fin, semblable à une main, se précipita dans l'ouverture. Il se déplaçait à une vitesse fulgurante. Elias, qui se tenait le plus près de cette fenêtre, n'eut même pas le temps de crier. La main s'enroula autour de son corps, pressant son propre fusil contre sa poitrine. Il était pris dans une étreinte mortelle. Cailan et Orin se retournèrent pour tirer, mais il était déjà trop tard. La créature tira son bras en arrière avec une force incroyable. Elias fut éjecté de la pièce comme un bouchon de bouteille. Il traversa le cadre de la fenêtre, emportant avec lui les morceaux de verre restants. Son cri bref et brisé fut noyé dans le hurlement du vent. Puis, d'en bas, de la terre, vint le bruit sourd et humide d'un impact, et le silence revint. Ils restèrent là, paralysés par la terreur, à regarder l'ouverture vide et déchiquetée de la fenêtre. Le vent s'engouffra dans la cabine, projetant de la neige et de la poussière sur eux, éparpillant les cartes et les papiers sur le sol. Elias n'était plus là, ils n'étaient plus que 3. Leur forteresse avait été prise en quelques secondes. La créature n'était pas entrée par effraction. Elle avait simplement emporté l'un d'entre eux et était partie. C'était encore plus effrayant. Ce n'était pas une simple attaque, c'était une exécution. Une démonstration que ni l'azarteur ni les murs ne pouvaient les protéger. Cailan baissa lentement son fusil. Il n'y avait plus ni peur ni espoir dans ses yeux, seulement le vide. Ils étaient enfermés dans une cage de glace au sommet de la colline. Et dehors, dans l'obscurité, le chasseur les attendait. Et il n'avait pas l'intention de partir avant le matin. La nuit semblait s'être arrêtée. À l'intérieur de la cabine brisée, le temps s'était figé, se transformant en une attente interminable. Le vent glacial qui s'engouffrait par le trou dans le mur refroidit la petite pièce en quelques minutes. La température à l'intérieur égalisa celle de l'extérieur. Ils étaient assis dans l'obscurité. La faible ampoule s'était éteinte peu après l'attaque, et le froid les transperçait jusqu'aux os. Brant était recroquevillé dans un coin. Il ne tremblait plus. Il gémissait simplement de manière monotone, plongé dans les profondeurs de la folie. Oren était assis contre le mur opposé, nettoyant méthodiquement, presque mécaniquement, son fusil avec un chiffon. Il n'avait pas dit un mot depuis la mort d'Elias. Son visage était impénétrable. Cailan se tenait près de la fenêtre brisée, scrutant l'obscurité impénétrable. Il comprenait que rester assis ici signifiait une mort certaine. Si ce n'était pas sous les griffes de la créature, ce serait à cause du froid. Leur attente passive leur avait déjà coûté 2 compagnons. Leur plan avait échoué.
La forteresse s'était avérée être un piège. Il fallait donc changer de plan. Son regard tomba sur un vieux poêle en fer dans un coin, et à côté, sur un bidon rouillé. Sur le côté, on pouvait voir une inscription à moitié effacée. Il s'approcha et approcha son briquet. Kérosène. Quelque chose bouillonna dans le bidon. Il était rempli à environ un quart. À ce moment-là, un nouveau plan naquit dans l'esprit de Ceylan. Un plan désespéré, suicidaire. Mais c'était le seul plan qui leur donnait une chance, même infime. Il s'approcha d'Orin. « Nous n'allons pas attendre ici, » dit-il à voix basse pour que Brandt ne l'entende pas. « Nous ne pourrons pas nous défendre, il est trop rapide et trop fort. » Orin leva les yeux vers lui. Il n'y avait ni surprise ni peur dans son regard, seulement une fatigue insondable. « Que proposes-tu ? Nous allons brûler cet endroit, avec lui. » Ceylan fit un signe de tête en direction du bidon. « Nous allons l'attirer à l'intérieur. Nous ferons en sorte qu'il entre complètement. Puis, nous mettrons le feu. » Orin le regarda en silence pendant quelques secondes, réfléchissant. Puis il acquiesça lentement. « D'accord, mais comment l'attirer à l'intérieur ? Il n'ira pas dans ce trou si nous restons ici, fusils à la main. »« L'un de nous doit servir d'appât, » dit Ceylan. « Le distraire, lui faire croire qu'il n'y en a plus qu'un, sans défense. » Ils commencèrent à se préparer. Travaillant en silence, ils cassèrent une vieille table et une chaise, répandant des éclats de bois sur le sol. Puis, Ceylan versa délicatement du kérosène, imprégnant le plancher en bois, les débris de meubles et les vieilles cartes accrochées au mur. L'odeur du combustible était âcre et piquante, mais elle couvrait l'odeur de la peur. Ils laissèrent un chemin sec entre le centre de la pièce et la porte. Orin vérifia les fusées de détresse. Il en restait 2. Il en mit une de côté pour lui et donna la seconde à Ceylan. Quand tout fut prêt, ils se figèrent. Il ne restait plus qu'à attendre. Et ils attendirent. 1 heure, 2 heures. Rien ne se passait. Seul le vent hurlait derrière le mur et Brandt sanglotait doucement dans son coin. Le froid était devenu insupportable. Leur corps était engourdi. Il semblait que la créature était partie, les laissant mourir lentement de gel. C'est alors qu'un bruit se fit entendre en dessous. Ce n'était pas le grincement du métal, mais le craquement du bois qui se brisait. Il venait directement du sol de la cabine. La créature n'avait plus l'intention de grimper sur les piliers. Elle avait décidé d'entrer directement. Les planches de bois du sol commencèrent à se courber vers le haut. Dans un grand craquement, l'une d'elles se brisa, puis une deuxième. De longues griffes noires se glissèrent comme dans la fente qui s'était formée. Brandt le vit. Son esprit ne put le supporter. Il bondit en poussant un cri sauvage et inhumain et se précipita vers la porte, essayant de pousser le lourd meuble. « Il est là! Il est dans le sol! Laissez-moi sortir !» À ce moment-là, le sol au centre de la pièce s'est effondré dans un fracas assourdissant. La tête hideuse de la créature est apparue dans le trou, puis ses épaules. Elle a commencé à se faufiler lentement dans la cabine, et elle regardait droit vers Brandt qui criait. Le plan tombait à l'eau. L'appât avait fonctionné trop tôt. La créature sortit complètement du trou. À la faible lumière de la lune qui pénétrait par les fenêtres, ils purent enfin la voir en entier. Elle mesurait plus de 2 mètres, mais semblait émaciée, presque squelettique, recouverte d'une peau pâle et glabre, seulement parsemée par endroits de touffes de poils noirs. Ses membres étaient incroyablement longs et fins, se terminant par d'énormes griffes. Mais le plus effrayant était son visage, lisse, sans nez ni oreille, sans bouche. Seuls 2 grands yeux ronds brillaient dans l'obscurité d'une lueur jaune et terne. Il fit un pas vers Brandt, qui s'était réfugié, terrifié, dans un coin près de la porte. « Maintenant !» cria Ceylan. Orin retira la goupille de la fusée éclairante. Il y eut un sifflement et une lumière rouge vif illumina la pièce. Il n'hésita pas.
Il lança la fusée directement au centre de la pièce, sur les planches imbibées de kérosène. Une explosion. L'air explosa en une boule de feu. Les flammes jaillirent dans toutes les directions, envahissant instantanément toute la cabine. La créature se retrouva au centre de cet enfer, et alors, elle hurla. Ce n'était ni le rugissement d'un animal, ni le cri d'un homme. C'était un cri strident, ultrasonique, plein d'une douleur et d'une rage insupportables. Ce son semblait pouvoir faire éclater le crâne. En proie aux flammes, la créature se précipita à travers la pièce en feu. Il n'était plus le chasseur silencieux et gracieux. Il n'était plus qu'une boule d'agonie, semant la destruction autour de lui. Il heurta le mur et les vieilles planches volèrent en éclats. Le toit en feu commença à s'affaisser. L'une des poutres massives du plafond, brûlée, s'effondra, tombant directement sur Orin. Il n'eut pas le temps de s'écarter. Le choc le projeta contre le mur. Cailan le vit tomber et ne plus bouger. Le sol sous ses pieds commença à s'effondrer. La tour se transforma en un gigantesque bûcher funéraire. Cailan était seul. Le feu rugissait autour de lui, et dans ce feu, la créature en flammes hurlait et se débattait. Son instinct le poussa à agir. Il se précipita vers la porte, repoussa l'armoire qui commençait déjà à fumer et sauta sur la plateforme d'observation. Elle aussi était en feu. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. L'escalier était en feu. Il regarda en bas. Il y avait 20, peut-être 30 pieds, jusqu'au tas de neige le plus proche. Sans hésiter, il enjamba la balustrade et sauta. Le vol dura un instant, puis vint le choc, amorti par la neige profonde et meuble qui atténua sa chute. Sa jambe se tordit de manière anormale et une douleur aiguë lui transperça le tibia. Il gisait dans la neige, suffocant, et regardait vers le haut. La tour de guet, transformée en une immense torche, s'inclina lentement. Dans un grincement assourdissant et un rugissement métallique, elle s'effondra, ensevelissant sous elle, dans une tombe de feu. Orin, Brant et la créature hurlant de douleur. Une tornade de feu s'éleva vers le ciel, puis tout redevint calme. Le silence s'installa. Au sommet de la colline, un gigantesque feu de joie finissait de brûler. Cailan gisait dans la neige, la jambe cassée en feu. Il était seul. Tous étaient maintes morts. Mais il était vivant, et la créature était morte. Lentement, surmontant la douleur, il se retourna et s'assit. À l'est, le ciel commençait à s'éclaircir. L'aube approchait. S'appuyant sur ses mains et sur une jambe, il rampait. Puis il se leva, utilisant son fusil comme béquille. Il regarda les restes fumants de la tour. Puis il se détourna et se mit en route. Il descendit la pente vers le sud, en direction de l'ancienne route forestière. Chaque pas était une agonie, mais il avançait, en avant, dans le froid et le silence du matin d'un nouveau jour.